RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 7h41 sur RMC. L'invité du jour. Deux invités du jour ce matin. Bonjour Alain Boer. Vous êtes professeur de criminologie. Vous venez de publier Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crible. Et on va revenir sur cette mystérieuse disparition de Karine Esquivillon, qui est donc introuvable depuis près de 2 mois. Mais avant de vous interroger, on va commencer par aller en Vendée, justement, rejoindre notre envoyée spéciale Lucille Pascanet. Bonjour Lucille. Lucille, bonjour. Le principal suspect dans cette affaire, c'est le mari. Il s'appelle Michel Pial et il est en garde à vue depuis hier dans une enquête pour meurtre. Oui, d'abord Michel Pial, c'est le dernier à avoir vu Karine Esquivillon. Il y a 2 mois, c'est lui qui a signalé sa disparition. Il n'était pas inquiet, il a toujours maintenu qu'elle était partie de son plein gré en taxi avec quelques affaires et de l'argent. Selon lui, elle était lassée de son couple et de la Vendée. Mais première incohérence, Michel Pial raconte des versions différentes de ce départ volontaire selon ses interlocuteurs. À l'un, il dit qu'il ne l'a pas vu partir puisqu'il cherchait son chat dans le jardin. À l'autre, il dit qu'il a couru après une voiture qu'il avait vue sortir du hameau du Maché. Mais en même temps, vous dites ce matin que le mari, donc, il est déjà connu des services de police, mais d'après des proches de la victime, d'abord Lucille, ils ont tout de suite dit qu'ils ne croyaient pas forcément à cette thèse du départ volontaire. Oui, pour tous les proches de Karine, ça ne colle pas, puisque Karine Esquivillon, c'est une mère très présente pour ses 5 enfants, notamment ses 2 derniers qui n'ont encore que 13 et 11 ans. Elle s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de son cadet, alors elle serait jamais partie sans un mot pour eux. L'une de ses filles a bien reçu un SMS du numéro de sa maman, des photos de la dune du Pilat, comme si elle était partie en vacances. Mais selon les enquêteurs, ces images sont issues d'Internet. Et 1 semaine après réception de ces SMS, son téléphone a été retrouvé à 3 km à peine de la maison du couple. Et donc, le mari, Michel Pial, est déjà connu des services de police. Oui, il a déjà été condamné une 20aine de fois pour escroquerie. Son ex-femme a été entendue par les gendarmes dans le cadre de l'enquête. Elle décrit un homme mythomane qui se prétendait agent secret ou qui disait qu'il allait recevoir la Légion d'honneur. Pour l'instant, Michel Pial est présumé innocent. Sa garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures, soit jusqu'à demain matin. Merci Lucille Pascanet, donc envoyée spéciale d'RMC en Vendée. Alain Boer, quand on écoute ce genre d'histoire, on se dit finalement c'est toujours le mari, quoi. Alors, c'est pas toujours le mari, mais il est vrai que dans ce cas précis, et sous réserve de la sacro-sainte et toujours importante à rappeler, présomption d'innocence, il apparaît comme le suspect idéal à cause des contradictions, évidemment, à cause du passé, et puis à cause des incohérences régulières et aussi de sa surreprésentation médiatique, puisqu'il a à plusieurs reprises donné des interviews qui elles-mêmes n'étaient pas toujours un modèle de cohérence. Donc ça le rend presque encore plus suspect d'avoir fait autant de bruit en quelque sorte. Oui, c'est malheureusement parfois le cas. Vous savez que beaucoup de criminels participent aux recherches des gens qu'ils ont fait disparaître, s'intéressent à l'enquête, manifestent, font des marches blanches, apparaissent très en avant, et notamment dans des cas de disparition ou de meurtre de conjoints. Donc, dès le début de cette affaire, la plupart des experts ou des policiers, gendarmes et spécialistes des questions criminelles avaient un sentiment de malaise devant la surreprésentation médiatique et les interventions de l'actuel suspect qui n'est toujours qu'un suspect. On pense évidemment Alain Boer, à Jonathan Daval, à Cédric Jubilard, c'est-à-dire effectivement des hommes qui se sont énormément impliqués dans la recherche de l'épouse jusqu'à pleurer devant les caméras. Le cas de Jonathan Daval est évidemment un des cas qui a sidéré non seulement évidemment la France, mais j'allais dire en premier lieu les parents même d'Alexa Daval qui étaient bras dessus bras dessous avec Jonathan Daval lors des marches blanches et qui soutenaient même, qui réconfortaient leur gendre. Oui, on est dans un cycle à la fois de dissimulation et de mensonge qui se structure, se construit, se rajoute, se complète, se contredit au fur et à mesure jusqu'à l'apparition finale de la vérité qui se traduit par un phénomène alors là de déconstruction, de pleurs, d'aveux, d'excuses et de culpabilité, ou parfois dans le déni total et absolu jusqu'au bout. Et puis, il faut toujours le dire, la surprise criminelle ou pénale n'est pas à supprimer ou à éliminer immédiatement. Récemment,
avec votre collègue Dominique Rézet, nous étions à un colloque avec de nombreux magistrats, dont l'un racontait qu'il avait une totale et absolue certitude sur un suspect, et fort heureusement, l'ADN a démontré que ça n'était pas lui. Donc il faut aussi se donner le temps de l'enquête, le temps de la vérification, le temps de la validation et de l'invalidation des éléments, mais la détermination de la section de recherche de la gendarmerie et les moyens modernes qui sont désormais disponibles, y compris de mise en cohérence des déclarations, de pointer sur ce qui est incohérent ou sur ce qui permet justement de lézarder un processus de défense ou un alibi, sont les éléments qui vont permettre probablement dans les heures qui viennent d'avancer vers quelque chose. Justement, Alain Boer, 2 questions sur la manière dont on mène l'enquête. L'enquête sur les recherches du corps, mais d'abord une question sur l'enquête précisément sur quelqu'un comme le mari. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, depuis 2 mois, depuis le début de la disparition, depuis qu'il a donné l'alerte, il était en réalité sous surveillance? Est-ce qu'il était peut-être sous écoute? Est-ce que les policiers, les gendarmes l'observaient, l'espionnaient quasiment? Bon, probablement un peu de cela, puisque si le sentiment de malaise initial était très répandu chez les extérieurs à l'enquête, il devait l'être encore plus sur les internes. Et puis, on a toujours cette logique initiale dans ce type d'affaires de chercher la femme ou chercher le mari, qui se traduit assez souvent par le fait qu'ils sont impliqués, ou en tout cas qu'un doute important subsiste. Et donc, policiers et gendarmes ouvrent et ferment des portes sous l'autorité des magistrats instructeurs, afin justement de savoir. Et dans la période qui suit l'annonce de la disparition, surtout une annonce aussi tardive et dans des conditions aussi bizarres parfois, et évidemment, ils mettent en place assez rapidement tous les moyens nécessaires pour vérifier toute une série de choses, les déplacements, la téléphonie, et puis évidemment des dispositifs éventuels de surveillance qui sont de moins en moins humains, et la recherche du corps. Mais ça a été le cas dès le 5e jour. Ni corps, ni preuve, ni témoignage. Oui, mais ça, malheureusement, ça n'est pas tout à fait nouveau. Et puis, il y a toujours un moment où on retrouve le corps. Ça a été le cas dans les affaires que vous avez, une des affaires que vous avez citées tout à l'heure, l'affaire Daval. Ça n'a pas encore été le cas dans l'affaire Jubilard, mais on est toujours à la recherche d'un événement. Vous savez, je cite dans le livre que vous avez cité tout à l'heure, une affaire qui date de 1972 où un couple et ses 2 enfants ont totalement disparu, et où les recherches se poursuivent parce qu'on se dit qu'un jour on retrouvera le véhicule et les corps. Alain Boer, merci pour toutes ces précisions aussi sur la manière dont l'enquête est menée. Merci aussi à Lucille Pascanet, donc en direct de Vendée. Je rappelle le titre de votre livre, Alain Boer, Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crible. Et c'est aux éditions First. Il est 7h49. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. 20.